Souhaitons la bienvenue dans cette salle de Carmel Morjan. Notre cérémonie de ce jour va commencer par l'hymne national. Après l'hymne national, nous allons vous présenter les intervenants qui sont devant nous et nous vous donnons les thèmes de la conférence de ce jour. Notre conférence est intitulée « Décentralisation et immigration à l'est de la République démocratique du Congo ». Nous espérons que vous allez avoir des notes, car après l'hymne national et l'intervention des éminents chercheurs qui sont devant nous ici, nous allons procéder au jet questions-réponses. Et à ces jets questions-réponses, en retour, il y aura des réponses des intervenants. Donc, soyez munis de ce que vous avez comme bloc-notes et puis posez très bien des questions. C'est ainsi que nous vous demandons à ce que vous soyez attentionnés pour que les choses se passent très bien. Nous allons vous présenter le premier intervenant qui s'appelle M. Freddy Mulumba. Qui est Freddy Mulumba? Freddy Mulumba, c'est un politologue de formation. Il est chercheur. C'est un grand conférencier. Et il a organisé et animé plusieurs conférences, des colloques, des séminaires, dans les soucis de conscientiser l'élite congolaise. Pour quel objectif? Parce qu'il a trouvé qu'il y a une menace face à la balkanisation de notre pays, la RDC. Si certaines personnes en trouvent que c'est une utopie, pour lui, il s'est fait ça comme cheval de bataille. C'est ainsi qu'il organise ici à l'Inikin, comme en ville, partout ailleurs, il organise des séminaires, des colloques et des conférences pour éveiller cette conscience de notre élite congolaise. Monsieur Freddy publie aussi des ouvrages. Le dernier que j'ai avec moi, qu'il a publié, est avec moi ici, que vous allez voir. Il a parlé sur la réflexion, sur la responsabilité des intellectuels dans la crise à l'est de la RDC. J'espère que la conférence passée, on avait distribué ces manuels à tout un chacun qui était ici. Pour l'instant, actuellement, M. Freddy est DGA de la RTNC. Donc, c'est à lui que nous donnons parole. Il a beaucoup à faire. Et nous n'allons pas nous atteler sur la présentation de M. Freddy parce que ça risque de nous prendre du temps. Sinon, nous donnons la parole au premier intervenant pour son allocution. Merci beaucoup. Je pense que c'est la deuxième fois que je viens encore ici vous parler. Vous qui êtes encore jeune, hein, vous posez la question pourquoi moi qui suis à la cité, je viens ici. C'est parce qu'il y a une inquiétude. Dans toutes les sociétés, quand il y a des problèmes, ce sont les universités qui proposent des solutions. Chez nous, on ne voit que les politiciens qui se chamaillent et pour la plupart qui cherchent des postes. Un grand pays comme le nôtre aujourd'hui n'a plus d'avenir. Et si cet avenir, l'avenir c'est vous, si vous ne prenez pas conscience que d'ici 20 ans, c'est vous qui serez président, premier ministre, ministre, en tout cas, nous serons peut-être recolonisés par d'autres peuples. Je pense que vous avez suivi dernièrement les débats dans les médias sur Minembwe. Je vais en parler. Je vais planter les décors, comme on dit d'habitude. Je laisserai Madame Docteur Abemba, Nadine, comme elle a fait des recherches, elle va entrer en profondeur. Elle sera complétée par le professeur Meya, qui est spécialiste en décentralisation. Ici, moi, je vous donne les faits. Minembwe, l'affaire Minembwe, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je pense peut-être certains d'entre vous n'étaient pas encore nés. L'histoire a commencé le 2 septembre 1999, quand ce territoire a été créé sous l'occupation des troupes du RCD.
c'était un territoire, malheureusement, qui était 2 fois plus grand que le Rwanda. Et ce territoire empiétait sur d'autres territoires, des autres ethnies ou bien des autres communautés. En 2003, le président, donc, M. Rouberois, qui était le patron d'IRCD, devient vice-président dans la structure gouvernementale 1+4. Il avait en charge tout ce qui est sécurité, administration, armée. Et pendant cette période, Rouberois a essayé d'imposer Minembwe, ça n'a pas marché. Et c'est Nkunda qui va reprendre la guerre en 2004. Rouberois était déjà au gouvernement pour revendiquer Minembwe, qu'on crée officiellement le territoire de Minembwe, qui a été déjà mis en place en 1999. Il y a eu un débat au Parlement en 2007 concernant Minembwe. Je pense qu'il y a des archives, le ministre Kaloumé, qui était ministre de décentralisation, je pense, qui a été interpellé au Parlement. Et au Parlement, le ministre Kaloumé a dit que Minembwe ne répondait pas aux critères pour créer un territoire. 2013, sous la présidence, sous la primature de M. Matata était Premier ministre, il a publié des décrets créant la commune de Minembwe et d'autres communes. 2018, le Premier ministre Tchibala entérine, et au mois de février 2019, on nomme les responsables de la commune de Minembwe. Mais curieusement, ces choses se sont passées 1 mois après l'accession de Félix Tshisekedi au pouvoir. Et vous avez vu que quand on est parti installer le bourgmestre de Minembwe, donc une commune rurale, il y a eu les tollés dans l'opinion. Sur place, il y avait les chefs d'état-major, donc la hiérarchie militaire, il y avait des ministres, même l'ambassadeur américain. Et quand la population congolaise s'est réveillée, tout le monde était obligé de reculer. Et pour terminer, le président Tshisekedi a décidé qu'on mette en place une commission, on dirait un peu scientifique, neutre, pour régler cette question. Donc pour le moment, on n'a pas encore nommé les scientifiques. Nous espérons qu'on fera appel à l'université de Kinshasa parce qu'il y a trop de chercheurs ici, au lieu d'écouter des chercheurs étrangers. Donc on ne peut pas parler de l'Est sans voir d'autres problèmes. Je vous rappelle ici, dans cette situation, dans la même vision que Minembwe, il y a eu la guerre d'M23. M23, c'est un mouvement rebelle qui est la continuité de CNDP, la continuité de CNDP de Nkunda Batouare, comme vous le connaissez ici. M23 réclamait presque la même chose que Nkunda, c'est CNDP. Mais cette fois-ci, ils sont partis très loin. Ils ont pris Bukavu, notre armée a fui, même la MONUSCO. Il a fallu l'intervention des Américains, en particulier du secrétaire d'État John Kerry et William Hague, qui est le ministre des Affaires étrangères britannique, et qui ont téléphoné à M. Kagame de retirer ses troupes. Mais en réalité, l'M23, ce n'était pas un mouvement rebelle, c'était une armée étrangère, rwandaise et ougandaise sur notre territoire. Il y a eu des négociations à Kampala. Et à Kampala, c'était M. Museveni
lui qui soutenait l'M23, qui s'est présenté comme un modérateur. Et ce qui est frappant dans ces négociations de Kampala, on a demandé à notre gouvernement de laisser M23 contrôler l'espace, mais les territoires qu'il contrôlait, donc qu'il occupait. Donc, de l'Ituri jusqu'au sud Kivu. Et le gouvernement congolais avait refusé. Il y a eu un impasse. Jusqu'à aujourd'hui, M23, le gouvernement congolais n'ont pas signé des accords, comme ils l'ont fait avec Nkunda ou bien avec RCD de Roberwa. Ce qui est intéressant ici, c'est de savoir tous ces conflits s'inscrivent dans le processus de la balkanisation. Dernièrement, M. Museveni a fait une déclaration cette année, je pense les mois passés, en disant qu'il va construire des routes au Congo. Lui, le président ougandais, mais il dit qu'il va construire des routes au Congo jusqu'à Rutshuru. Donc c'est un signe qui devrait normalement alerter nos élites intellectuelles et politiques. Malheureusement, à Kinshasa, les gens sont dans la danse et dans des conflits inutiles. Il n'y a pas ce que Museveni. Il y a l'ambassade, les Pays-Bas, ou bien la Hollande, qui finance pour 4 ans un projet à l'est du Congo sur les problèmes fonciers. C'est au mois de septembre 2020 ici que le projet est mis en place. Ce projet, c'est pour aider à l'est du Congo qu'on puisse régler les questions foncières. Mais le gouvernement congolais n'est pas concerné. C'est l'ambassade de la Hollande qui est à Kigali qui doit piloter le projet. Donc le Kinshasa n'est même pas concerné. Donc quand je vous donne ces exemples, c'est pour dire qu'il y a le processus de la balkanisation qui est mis en place. Tout dépendra de nous, soit nous constituons des rapports de force pour qu'on négocie en position de force, soit on croise les bras, le Congo implose. Mais tout ça, il ne faut pas le mettre dans le cadre seulement africain ou bien congolais. Il faut dire qu'il y a des mutations géopolitiques sur le plan mondial qui fait qu'il y a des puissances qui émergent. Les anciens sont en train de tomber. Mais en ce qui concerne l'Est du Congo, donc de l'Est du Congo, pour ceux qui connaissent la conférence des Grands Lacs, CIRGEL, qui a été mise en place en 2006. Cette conférence, c'est l'espace géopolitique de pays européens, parce que les Américains ne sont pas tellement impliqués, c'est tous les pays européens. Et pour arriver à donner beaucoup d'importance à cette conférence, comment dirais-je, conférence des Grands Lacs, leurs ONG et les gouvernements occidentaux financent des projets. Si vous partez à Goma aujourd'hui, il y a trop d'ONG. Elles font quoi là-bas? En Mbandaka, il y a la misère, vous ne les voyez pas. Hein? Au Kassai, il y a la misère, vous ne les voyez pas. Pourquoi ils sont concentrés à l'Est? C'est pour faire aboutir leurs projets. La différence entre nous et les autres, les Occidentaux font des projections. Nous, Noirs, nous, Africains, nous, Congolais, on se contente seulement d'être ministre et président et que les gens applaudissent. On ne sait pas projeter l'avenir pour préparer votre avenir. Donc, ce qui s'est passé dans les Grands Lacs, tout était programmé. Pour ceux qui peuvent s'intéresser à l'histoire, en 1959, quelques jours avant l'indépendance, l'indépendance africaine, il y avait un royaume au Rwanda. Vous vous appelez le royaume Tutsi, qui avait les pouvoirs, qui collaborait avec le gouvernement colonial belge dans les temps. Mais vers la fin, la royauté rwandaise a essayé de revendiquer l'indépendance, la véritable. Et les colonialistes belges n'ont pas toléré ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont monté
ce qu'on appelle la révolution Hutu. Les Hutus sont arrivés au pouvoir, on a chassé les Tutsis, donc la grande royauté, et ils étaient tous éparpillés à travers toute l'Afrique, je dirais les Grands Lacs aujourd'hui. Vous avez ces Rwandais qui sont devenus des réfugiés au Congo, vous avez ces Rwandais qui sont des réfugiés en Ouganda, au Burundi et en Tanzanie. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ce sont les colonialistes belges qui ont fait chasser de Kigali. Maintenant, la donne change. On va les récupérer pour reconfigurer l'Afrique des Grands Lacs. Comment ils ont procédé? Il y a eu le président tanzanien Nyerere, qui a soutenu Museveni, et on a recruté tous ces réfugiés rwandais qui étaient dans les pays limitrophes, donc en Afrique des Grands Lacs, pour soutenir le régime de Museveni. Museveni arrive au pouvoir, les réfugiés rwandais qui étaient placés dans des postes stratégiques, ça a soulevé les tollés dans la population ougandaise. On était obligé de les faire partir. Comment les faire partir? Les réfugiés rwandais, qu'on appelle aujourd'hui FPR aujourd'hui, on leur a donné des armes pour mettre la main sur Kigali. Et puis on a chassé le régime d'Abiyarimana. Mais cette fois-ci, ils ont encore pris des réfugiés rwandais qui étaient au Congo. Donc ce n'était pas une affaire seulement de réfugiés rwandais qui étaient en Tanzanie, pardon, en Ouganda, mais aussi les Congolais, ce qu'on appelle ici Banyamulenge ou bien les Tutsis congolais. Tous ils ont participé à la guerre. Ils arrivent à Kigali, on chasse à Abiyarimana. Les Hutus se déversent sur nous, donc au Kivu. Kagame, avec ses troupes, les pourchasse. Jusqu'à ce qu'il y ait eu la guerre l'AFDEL, et ils arrivent à Kinshasa avec Mosé Laurent Désiré Kabila. En arrivant ici, ils ont occupé des postes importants. Rappelez-vous, peut-être vous n'êtes pas encore né, de James Kabarebe, qui était le patron des forces armées congolaises dans les temps. Et Mosé, comme c'est un grand maquisard, il a joué le jeu, il a décidé de les faire partir. C'est ça la guerre des 2 août. On crée les RCD. Les RCD tentent un coup, ils échouent. Mais le président Kabila était déjà au pouvoir. Ils partent à Sun City, ils négocient après l'assassinat de Mosé. Ils reprennent encore les choses parce qu'il ne faut pas oublier, ni c'était l'intervention de Zimbabwe, le Congo serait balkanisé, bien occupé. C'est grâce aux Zimbabwe de président Robert Mugabe, c'est Mugabe qui a sauvé le Congo. Donc, ils arrivent à Sun City, ils trouvent un compromis. Les accords Sun City, c'est là où on a fait 1+4, un gouvernement Kabila président avec 4 vice-présidents. Les Congolais sont sous tutelle parce que ceux qui ont négocié, ce n'étaient pas les Congolais, c'était l'Ouganda, le Rwanda, l'Angola, les Zimbabwe, l'Afrique du Sud. On reprend les choses, on fait 1+4, mais ce n'était pas les Congolais qui dirigeaient. Je pense qu'il y a tout un processus qui est déclenché. Et à mon avis, il y a toute une rupture maintenant. Voilà cette crise qui éclate. Et pour ceux qui ont des mémoires et qui ont suivi le discours de Tshisekedi, le président actuel, le chef de l'État, Tshisekedi a prononcé des mots importants. Le premier, il a dit qu'il ne céderait jamais même une portion de la souveraineté du Congo. Deuxième élément, il a dit qu'il ne trahira jamais le Congo. Quand on dit ne jamais trahir le Congo, ça vient de qui? C'est Mosé. Ça signifie qu'il y a un problème. Donc nous sommes en pleine rupture. Voilà pourquoi nous organisons cette conférence, pour que les scientifiques essaient de réfléchir librement, disent la vérité, pour demain qu'on trouve des solutions à nos problèmes. Donc, on n'est pas ici pour faire la politique, on est ici pour éclairer la population, éclairer les hommes politiques,
mais aussi vous faire comprendre. Ce qui se joue ici, c'est votre avenir. Je suis désolé de voir que votre jeunesse, vous qui êtes jeune, vous occupez des choses inutiles. Si vous ne faites rien, vous serez les esclaves des autres. D'ailleurs, on le voit aujourd'hui. Ceux qui décident ne sont pas des Congolais. Ce sont les étrangers. Donc, il faut vous prendre en charge, comme Mzee Kabila le disait. Il faut prendre votre destin en main. Ça signifie qu'il faut travailler, il faut lire, il faut suivre les informations. Mais curieusement, vous êtes tous dans la danse, on comprend, c'est un complot. Parce que quand vous avez une université telle qu'elle est là, il n'y a pas d'avenir. Donc, on vient vous parler ici pour que vous preniez conscience. Vous devez travailler, avoir cet esprit de grandeur. Ce pays a besoin de gens qui rêvent grand. Nous, quand on était petits, on s'identifiait à nos grands frères, à nos papas qui avaient réussi. Aujourd'hui, vous vous identifiez à de beaux costumes, de belles voitures et des musiciens. Donc, prenez-vous en charge. C'est votre avenir qui se joue aujourd'hui. Je vous remercie. Nous tenons à remercier le premier intervenant. Et vous avez bien compris qu'il a été si bref, mais il a parlé profondément des choses qui touchent à la conscience collective de tout un chacun d'entre nous. S'il faut un tout petit peu les résumer, selon ce que je m'ai compris, c'est au fait qu'il veut nous faire, chacun de nous ici, d'avoir un esprit grand. Ça veut dire penser grand, rêver grand, et puis élaborer ou faire grand. Et en deuxième, il nous veut à ce que chacun de nous puisse se prendre en charge. Déjà, vous avez répondu dans la salle quand il a posé la question, lorsque le président de la République en a parlé, qui en a été le premier, vous avez répondu pour Mzee. C'est une référence, et lui veut à ce que chacun de nous puisse se prendre en charge. Voilà ce que je peux résumer pour ce qui est de la dissertation de M. Freddy Mulumba. Pour l'instant, nous passons au deuxième intervenant, qui est Madame Nadine Abemba. Madame Nadine Abemba est docteur ici à l'Université de Kinshasa, à la faculté que nous sommes ici, la faculté des sciences sociales, administratives et politiques et le département des sciences politiques. Madame Abemba, nous vous accordons la parole pour votre intervention. Donc, je viens de soutenir fraîchement ma thèse qui a porté sur les guerres à l'est de la République démocratique du Congo. Et j'ai voulu expliquer les guerres de l'Est à travers, pour moi, les causes des guerres de l'Est, c'est l'immigration. Donc l'immigration qui a d'abord été corrosif pour devenir après érosif. Souffrez que je vais dans le même ordre d'idée que M. Freddy. Répéter ce qu'il vient de dire concernant la situation d'abord. On fait appel à l'histoire. Donc, comme il le disait, le milieu, la RDC connaît des turbulences depuis le milieu des années 90. Et certains observateurs ont appelé tous ces mouvements guerre de l'Est. En avril 1999, à l'occasion de ce qui était la première séance sur ces guerres au Conseil de sécurité, ils affirmaient que les armées étrangères non invitées se trouvaient à l'intérieur du territoire congolais. Et certains observateurs, ceux qui ont produit les premières analyses, parlent des guerres à géométrie variable. Les guerres de l'Est ont commencé officiellement avec la guerre de l'AFDEL, qui a éclaté en octobre 1987 au Sud Kivu. Cette guerre avait à ses débuts les apparences d'une guerre civile, montée et conduite par des acteurs congolais, décidés d'en finir avec le régime du maréchal Mobutu. Il a fallu attendre la victoire du 17 mai 1997 pour confirmer, dans la direction du mouvement rebelle, des membres non congolais. Aux côtés des responsables congolais, on comptait des délégués rwandais, dont Bizima Karaumwetu, alias Bizima Kahara, Massassou Ndanga et Deogracias Bouguera, que je pense que vous connaissez. Le public n'a découvert que le 23 mai 1996, à l'occasion d'une sortie officielle sur les petits écrans,
ces dirigeants de l'AFDEL. D'aucuns s'étaient donc demandé si ces personnalités rwandaises étaient des simples conseillers techniques du mouvement rebelle ou des simples accompagnateurs de l'Alliance En Marche. Quelques semaines ont suffi pour voir éclater la crise entre les cadres congolais et leurs accompagnateurs étrangers, et pour constater le bicéphalisme à la tête d'une structure et d'autres griefs qui ont conduit les opérations militaires pendant 8 mois de Goma à Kinshasa. Laurent Désiré Kabila, qui quelques jours avant le 17 mai 1997, à partir de Lubumbashi, venait de se proclamer président de la RDC, dirigeait donc pour être optimiste l'AFDEL aux côtés des responsables rwandais. Ces choses étaient devenues plus claires lorsque le 2 août 1998, une nouvelle guerre éclate au Kivu, toujours avec une direction à double tête, composée d'autres Congolais aux côtés d'autres Rwandais. Cette fois-là, à la place de l'AFDEL, c'est le mouvement de rassemblement congolais pour la démocratie, RCD, dirigé officiellement par des acteurs congolais, mais de manière informelle par des acteurs appartenant au Rwanda. Ce mouvement conduisait une autre guerre qui cédera la place à d'autres structures rebelles, dénommées successivement RCD Goma, RCD KML, RCDN, et plus loin, le Conseil national pour la défense du peuple, CNDP, et enfin le M23. Dans le même temps, une autre guerre avait éclaté au nord-est, c'est-à-dire en Ituri, quelques semaines après celle du Kivu. Ici, c'est un autre mouvement rebelle, MLC, dirigé par Jean-Pierre Bemba, qui en était l'initiateur, avec un autre accompagnateur étranger, à savoir le président Yoweri Museveni de l'Ouganda. Comme le RCD, le MLC se battait contre le gouvernement de Kinshasa et occupait le corridor nord du territoire congolais, de Bunia à Guadolité. Tous ces mouvements rebelles avaient été soutenus militairement, financièrement, en premier plan par des voisins de la RDC. La suite a été meublée par des négociations ici et là avant d'atterrir à Pretoria avec l'accord global et inclusif signé en janvier 2003. Accord qui n'a guère mis fin, malheureusement, n'a guère mis fin un point final sur les guerres de l'Est, puisque les violences armées, comme vous le savez, se poursuivent jusqu'à aujourd'hui, et au Kivu et au Ituri. Une abondante littérature existe déjà sous ces guerres de l'Est, on est de la RDC. Une partie de la publication parle de guerre civile, une autre de guerre ethnique. Il y a eu un autre groupe qui pensait dire mieux en parlant des guerres pour la défense, pour la démocratie et contre la dictature. Mais dans le même temps, il faut se tourner du côté du Conseil de sécurité une fois de plus. En avril 1999, rappelons-le, et à l'occasion de la première séance consacrée à la crise de la RDC, a reconnu que des armées étrangères non invitées se trouvaient à l'intérieur du territoire congolais. Il faut malheureusement reconnaître que le constat de la plus haute instance des Nations Unies n'était pas partagé par tous les acteurs qui évoluaient dans ces guerres de l'Est et qui parfois croisaient des armées étrangères pour ne dire que cela. Les négociations de Pretoria, de fin décembre 2002 à janvier 2003, ont été organisées et ont débouché sur des accords qui disent aucun mot sur la présence des troupes étrangères en RDC. Elles n'avaient d'ailleurs mis en face que des acteurs congolais. L'ambition de travail que j'ai eu à mener était d'aller au fond des choses, connaître la véritable nature de ces guerres à géométrie variable, qui, au début des années 2000, avaient déjà fait plusieurs millions de victimes congolaises. Leur vraie origine racine, les auteurs qui ne doivent pas être confondus avec les sous-traitants. Notre étude a aussi la prétention de dire l'objectif stratégique et fondamental qui a mobilisé les armées étrangères non invitées pour les entraîner à pénétrer dans le pays. Derrière l'AFDEL, entre 1996 et 1998, cet objectif avait été inspiré par des armées étrangères non invitées, qui a été la balkanisation pour l'anéantissement de la RDC. Le 2 août 1998, les formes utilisées n'ont malheureusement pas évité la dite guerre du RCD, sa qualité de guerre d'agression.
Sous l'AFDL, le paravent congolais cachait tant bien que mal la composante rwandaise de la direction du mouvement rebelle. En 1998, le RCD Visage congolais avait dénombré une impuissance encore plus grande à couvrir le pouvoir civil et militaire rwandais. Les travaux scientifiques qui ont qualifié les guerres de l'Est de guerre civile, guerre ethnique, lutte armée contre la dictature de Mobutu et pour l'instauration de la démocratie en RDC ne manquaient pas de légitimité. On considéra à notre démarche la même légitimité lorsque nous avons choisi de donner aux guerres de l'Est une origine et une cause racine suggérée par la vérité ci-après. La terre ou l'espace géographique immensément riche et dont l'étendue prêtait le flanc à l'immigration étant donné qu'il y avait la place pour tout le monde. Les guerres de l'Est tournaient autour d'un facteur qu'on nous permettra d'appeler facteur originel, dans la mesure où l'immigration est un facteur qui a accompagné l'histoire du territoire de l'Est de l'État indépendant du Congo, dès le moment où la mondialisation a fait connaître l'Afrique centrale congolaise aux puissances hégémoniques du 19e siècle. L'immigration étrangère a accompagné l'histoire de l'Ituri et du Kivu durant toutes les conjonctures politiques de la fin du 19e siècle jusqu'au début du 21e siècle. Durant cette longue évolution historique, l'immigration qui a peuplé surtout le Kivu, à partir du Rwanda voisin, a d'abord été lente, non armée et clairsemée, pour mériter la qualité de immigration corrosive, dans la mesure où elle entamait l'espace territorial du Kivu de manière tout à fait localisée, par conséquent, sans parvenir à changer la carte du peuplement du Kivu. L'immigration érosive, quant à elle, a été par nature violente, parce qu'il s'agissait, par la même puissance destructrice, qu'une érosion qui convoie une grande masse d'eau qui emporte tout ce qu'elle trouve sous son passage, en plaçant au même moment sur les terres épurées d'autres époux. Elle a débuté avec le génocide inter-rwandais de 1994, qui a provoqué une course-poursuite sur les territoires congolais entre les 10 acteurs du génocide et leurs victimes. Elle a été renforcée par la guerre de l'AFDL, du RCD, ainsi que par les chantiers de violence pilotés par le CNDP et le M23. Précisément, la dimension démographique de l'érosion a été destinée à opérer une épuration ethnique et au repeuplement des espaces nettoyés par les dépôts transportés depuis les États voisins. L'objectif stratégique des guerres de l'Est était entre autres l'occupation des terres et leur placement sur une souveraineté foncière et territoriale immigrée, après l'avoir arraché à la légalité et à la légitimité coutumière locale. Cette occupation pleine et entière devait être la conséquence obligée de la balkanisation de la RDC. Cette balkanisation consistait d'abord et surtout à détacher la partie orientale de la République et à mettre tout ou une partie du Kivu et de l'Ituri sous tutelle étatique rwandaise et ougandaise. Il s'agissait à travers le morcellement de l'Est de la RDC d'arriver à opérer l'anéantissement du pays et de restructurer les territoires étatiques connus et reconnus à la conférence de Berlin en 1885 et celui de la colonie belge. Tel est l'objectif stratégique des guerres de l'Est avec leur prolongation actuelle. Les résultats d'autres guerres, civiles, ethniques et autres, constituent des cadeaux intermédiaires et collatéraux. L'occupation des terres et leurs conséquences dans la sous-région des Grands Lacs ont une grande importance dans la mémoire collective des populations pour qui la terre est le seul moyen de production et la seule richesse, de même que la source de vie. Il existe une autre catégorie de la population qui comprend ces vérités, avec les mêmes sentiments. Il y a de leur conception des terres que l'on retrouve au niveau des États-nations au lendemain de 2 guerres mondiales. Il s'agit de cette relation existentielle entre l'homme ou un groupe d'hommes avec la terre, le sol, comme cela est repris et enseigné par plusieurs politologues. L'homme confirme son existence et son identité par rapport au sol qu'il occupe depuis toujours, qui le nourrit et le fait respirer. Dans les sociétés traditionnelles africaines, la famille, le lignage et les clans n'existent socialement que par rapport à la terre,
dont ils sont propriétaires ou non. C'est pour ainsi dire la raison pour laquelle dans un espace géographique donné, tout le monde est propriétaire d'un morceau de terre, à l'exception des étrangers. On comprend pourquoi en Afrique, on est prêt à mourir pour la terre. La légitimité de celui-ci est confirmée par la mondialisation au niveau des États-nations, en Occident et partout ailleurs. Les deux dernières guerres mondiales n'avaient d'autres objectifs stratégiques que la conservation et même l'extension de l'espace territorial des États. Aujourd'hui, ne peuvent être reconnus membres de l'Organisation des Nations Unies que les propriétaires d'un espace territorial connu et reconnu. Si dans notre étude, nous revendiquons le fait que les guerres de l'Est ont été inspirées par la nécessité de l'occupation et de la résistance pour conserver les terres, cela résulte du fait qu'il ne s'agit pas seulement d'une lecture des faits matériels qui disent leur vérité, par la seule matérialité objective. Celle-ci a eu le temps d'être prise en charge par la conscience collective et individuelle, ainsi que par les discours tout aussi individuels et collectifs. L'immigration corrosive a peut-être été pendant longtemps innocente. L'immigration érosive s'était fait précéder pendant plus de 10 années par des documents qui témoignent de la volonté de conquérir les terres du Kivu et d'en assumer non seulement les droits, mais aussi, non seulement le droit, mais aussi la souveraineté politique, culturelle et même historique. C'est vers la fin des années 1970 qu'un intéressant document confidentiel a livré le secret sous le véritable objectif de la régulière demande de terre pour le compte de réfugiés rwandais, demande adressée aux notables coutumiers du Kivu par l'administration coloniale belge et les églises d'abord, et par la suite par l'administration post-coloniale. Le document recommande aux réfugiés l'intelligence et même la ruse pour obtenir les terres sans rien dévoiler de l'objectif stratégique visé. L'histoire nous apprend que c'est la générosité et le désir de respecter le prescrit du droit international que l'administration coloniale a cédé aux continuelles demandes d'asile. Il en est de même des notables coutumiers pour qui l'accueil des réfugiés rwandais et l'aménagement d'un espace de terre répondaient religieusement à l'obligation hospitalière africaine. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est le fait que nous avons la preuve que les plus hautes conjonctures historiques qui ont meublé l'immigration érosive de l'Est de la RDC, ces 20 dernières années, ont été prises en charge par la conscience collective de la partie rwandaise et par la représentation qu'elle a opérée sous son rôle dans l'histoire des Grands Lacs et ses rapports avec les autres communautés ethniques et culturelles. La riche évolution politique congolaise n'a jamais manqué de soulever à la curiosité des chercheurs et des observateurs la question de la nature et des origines des fréquentes tempêtes historiques qui l'agitent. L'observation de cette politique congolaise inspirait également les chercheurs de s'interroger sur les objectifs et les conséquences sur le destin du Kivu et de l'Est du pays lui-même. Pour ne parler que du Kivu, le passé est dominé par l'immigration rwandaise depuis la fin du 19e siècle. L'immigration a d'abord été corrosive et ensuite érosive, depuis le génocide interrwandais et le déclenchement des guerres de l'Est. La reconstitution et la rétrospective du passé de cette partie de la République nous a offert de découvrir comment l'histoire a permis aux populations autochtones de se construire une mémoire collective et un esprit de résistance extrêmement sensible à toute invasion et toute occupation. Après avoir recherché les acteurs de la corrosion et de l'érosion foncière et territoriale au Kivu, nous avons souligné leurs profondes motivations qui ont un soubassement politique, économique et sécuritaire. Pour les Kivu, nous avons la mention du rôle combien corrosif par les institutions coloniales comme la BIB, c'est le mouvement migratoire Banyarwanda, la Senki et le CSK, les différents mouvements migratoires qui ont été mis en place pendant la période coloniale. Ces institutions ont eu l'intelligence d'implanter des milliers de Banyarwanda au Kivu qui initialement, ingénieusement, quelques décennies après, de créer les chefferies
de Wisha, ce qu'on appelle les Banya-Wisha, de Bwito, ce qu'on appelle les Banya-Bwito, dans le nord Kivu actuel. Cette démarche de création des circonscriptions politiques administratives locales pour immigrés vient d'être reproduite encore aujourd'hui par la création de la commune de Mulenge, Banya-Mulenge, dans l'actuel Sud Kivu. Nos analyses ont osé conclure que la cause ultime de ces guerres était l'anéantissement de la RDC. En ce qui concerne cette guerre, il ne fait l'ombre d'aucun doute que les véritables objectifs que les armées étrangères non invitées sur le territoire de la RDC attendaient de la composante congolaise de l'AFDL était de leur céder une partie ou toute la partie de l'espace conquise, surtout de l'Est de la RDC. Aussi, cette guerre n'aurait pas eu lieu si celle de l'AFDL en 1996 avait été inspirée par une seule feuille de route, qui aurait été celle des accompagnateurs extérieurs de Laurent Désiré Kabila. La seconde feuille de route, qui pendant 8 mois a rivalisé avec la première et a pris le dessus, celle de 17 mai 1997. Nous avons cependant compris que cette guerre du RCD a été qualifiée par certains observateurs de guerre de rectification. Ce qui voulait dire qu'il s'agissait à partir de 1998 de lutter pour offrir aux accompagnateurs étrangers de l'AFDL ce que la feuille de route avait refusé de leur concéder. Donc l'existence aurait accepté le démantèlement du territoire national de la RDC, passage obligé, anéantissement de l'État congolais. Après avoir analysé les contributions politiques et idéologiques des différents mouvements de résistance, entre autres le cartel Maï, les révoltés Batetela, le mouvement Moulele Maï de 63-64, il devient important de dire tout haut que toutes ces organisations ont constitué une véritable bouclier de résistance contre les menaces venant de l'extérieur. La présence durant un demi-siècle des Arabo-Swahili à l'est du pays, les deux révoltés Batetela et de même l'ouverture du territoire congolais au Watchtower et que la naissance de l'église kimangiste, tout cela a construit l'héritage idéologique de la résistance des communautés autochtones de l'Est. Nous espérons avoir contribué à la connaissance et à la compréhension des questions que nous sommes posées dans cette étude que nous avons menée sur la question de l'Est de la République, les guerres de l'Est de la République. Merci. Nous passons la parole au troisième intervenant. Le troisième intervenant, c'est le professeur Anselme Meya Ngemba, qui est le professeur Anselme Meya Ngemba. Il est docteur en sciences politiques et administratives, professeur des politiques publiques et des grands services publics. Il est expert et consultant en décentralisation et développement à la base auprès des organisations des Nations Unies. Le professeur est aussi DG du Centre de recherche en appui à la décentralisation en Afrique dénommé LAPADA, qui signifie Laboratoire des politiques publiques en appui à la décentralisation en Afrique. C'est ce qu'on peut dire parce qu'en dehors de ça, le professeur a publié beaucoup d'ouvrages et il continue à en publier. Cela étant, pour gagner le temps, je passe la parole au professeur Meya pour son intervention. Bonjour tout le monde. Oui, je suis ce que vient de dire notre ami. Et peut-être on est un peu plus que cela, on n'a pas le temps de pouvoir le faire ici. Ce qui importe, c'est que j'aimerais apporter à votre connaissance les principes juridiques et des principes énoncés et dans la Constitution de la République démocratique du Congo et dans les lois relatives à la décentralisation pour créer une entité territoriale. Je préfère m'arrêter pour créer une entité territoriale. Et dans la suite, vous saurez pourquoi. C'est parce que, on l'a dit par mes prédécesseurs, dans ces pays, on a suivi une tentative de la création d'un territoire qui s'appellerait Minembwe. Et l'aboutissement, c'est plutôt la création
d'une commune dite rurale de Minembwe. Vous vous rendez compte que d'abord, on a cherché à créer une entité territoriale déconcentrée, et puis après, le résultat, c'est plutôt la création d'une entité territoriale décentralisée. Remarquez pourquoi toutes ces malices ici, c'est parce que on recherche les terres. Et les terres qu'on recherche en RDC, on ne les cherche pas pour le plaisir de les chercher. On les cherche pour exercer un certain pouvoir. Pourquoi on a cherché à créer un territoire? Et parce que la République démocratique du Congo considère un territoire comme une circonscription électorale. Et en tant que telle, dans une circonscription électorale, on peut élire un député provincial, on peut élire un député national et on peut élire également des sénateurs, pourquoi pas, pour représenter la population de ces territoires au niveau des institutions nationales. Ces tentatives ont échoué. Cependant, il est arrivé un moment où ils ont tenté de créer une entité territoriale décentralisée et on en est arrivé à la création d'une commune dite rurale. J'aimerais vous donner une petite historique en vous disant que le sous-thème que les organisateurs m'ont demandé de développer pour vous, qui est la décentralisation et le découpage territorial, ce n'est pas une chose nouvelle sur la Terre. Ceci date depuis l'existence de l'humanité. Écoutez-moi bien, la décentralisation n'a pas pour objectif de balkaniser certains États. La décentralisation a pour objectif de réaliser le développement d'un pays par la base. Et cette base est constituée de ces subdivisions qui peuvent être des provinces, qui peuvent être des entités territoriales autres que la province. Dans notre pays, nous avons des entités territoriales déconcentrées telles qu'un territoire, un groupement, un village et un quartier en milieu urbain. Cependant, aux côtés des entités territoriales déconcentrées, nous avons également des entités territoriales décentralisées, bien énumérées à l'article 3 de la Constitution. Il y en a que je vais citer ici. La ville, c'est une entité territoriale décentralisée. La commune, c'est une entité territoriale décentralisée. Le secteur, c'est une entité territoriale décentralisée. La chefferie également est une entité territoriale décentralisée. Il y a donc 4 entités territoriales décentralisées selon les lois de la RDC. Eh bien, voici comment la décentralisation n'est pas le fait de chercher la balkanisation. Elle est plutôt le fait de chercher le développement par la base. Le développement par la base en RDC est coulé dans la Constitution et dans les lois relatives à la décentralisation. Tout à l'heure, je disais au DGA, la plupart de nos étudiants ne connaissent même pas où se trouve la bibliothèque de la faculté. Mais si vous allez dans cette bibliothèque de la faculté, vous allez trouver dans l'annuaire de cette faculté, j'ai publié un article qui s'appelle « L'arsenal juridique de lois relatives à la décentralisation ». Dans plusieurs pays, la décentralisation est réglée par une seule loi. Mais en République démocratique du Congo, nous avons une vingtaine de lois qui règlent la décentralisation. Et si vous ne lisez pas, comment vous allez les maîtriser? À la bibliothèque
de notre faculté, comme dans d'autres facultés, j'ai déposé 10 exemplaires de cet ouvrage. Cet ouvrage-là, publié par la CETAD, CETAD signifie Cellule technique d'appui à la décentralisation, c'est un recueil des textes juridiques relatifs à la décentralisation. Et là-dedans, vous allez trouver un jardin très riche où vous pouvez trouver les légumes à manger pour bien maîtriser la décentralisation. Alors, nous allons prendre une seule loi et nous allons examiner seulement 2 articles pour voir comment et les constituants de la RDC et les législateurs ont prévu la décentralisation pour rencontrer l'objectif du développement à la base, et ce n'est pas la récupération que d'autres en font pour essayer de balkaniser notre pays. Beaucoup de gens vont vous dire, mais votre décentralisation là, c'est elle qui favorise la balkanisation? Peut-être, ça dépend de quel côté vous vous trouvez. Mais en tout cas, pour moi, la décentralisation rapproche les administrations des administrés pour leur permettre de se prendre en charge en ce qui concerne leur propre développement. Et nous allons citer l'article 6 de la loi organique 08/016, cette loi du 8 octobre 2008 prévoit en son article 6, je vais lire cet article 6 parce qu'il faudra que les scientifiques comprennent de quoi il s'agit. L'article 6 de la loi organique 08/016 stipule, je lis, au terme de la présente loi, il faut entendre par ville tout chef-lieu de province. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut entendre par ville toute agglomération d'au moins 100 000 habitants disposant des équipements collectifs et des infrastructures économiques et sociales à laquelle un décret du Premier ministre aura conféré le statut de la ville. L'alinéa 2 de cet article vient donner une précision. Le décret est pris sur proposition du ministre de la République ayant les affaires intérieures dans ses attributions, après avis conforme de l'Assemblée provinciale. Je reprends, après avis conforme de l'Assemblée provinciale. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par avis conforme de l'Assemblée provinciale? C'est là où se trouvent les grands enjeux. Ça signifie que dans une province donnée, lorsque une agglomération qui n'a pas statut de ville doit devenir ville, il faut que ce soit le ministre de la République. Quand je dis ministre de la République, c'est en opposition aux ministres provinciaux. Il faudra que, sur proposition du ministre de la République ayant les affaires intérieures dans ses attributions, que le Premier ministre accorde le statut de ville à cette agglomération. Mais il y a une condition, et c'est l'unique condition, c'est d'obtenir l'avis conforme de l'Assemblée provinciale. Il n'y a pas longtemps, je suivais sur RTNC DG, je ne vais pas citer le nom du politicien, qui, lui, parlait de l'avis de conformité. C'est différent. L'avis de conformité est différent de l'avis conforme de l'Assemblée provinciale. Alors, l'avis qui nous intéresse ici, c'est l'avis conforme de l'Assemblée provinciale. Ceci est une nécessité pour pouvoir créer une entité territoriale et lui donner le statut de la ville. Je vais préférer lire le deuxième article. Celui-là concerne plutôt la création des communes parce que nous en parlons. Il s'agit de l'article 46 de la même loi.
Cet article stipule, je vais le lire également, cet article stipule, je lis, au terme de la présente loi, la même loi, c'est-à-dire la loi organique 08/016, au terme de la présente loi, il faut entendre par commune 1. Tout chef-lieu des territoires. 2. Toute subdivision de la ville ou toute agglomération ayant une population d'au moins 20 000 habitants, à laquelle un décret du Premier ministre aura conféré le statut de commune. Et l'alinéa 2 de cet article dit « Ce décret est pris sur proposition du ministre de la République ayant les affaires intérieures dans ses attributions après avis conforme de l'Assemblée provinciale. » On revient à cette même condition, après avis conforme de l'Assemblée provinciale. Alors je suis tenté de vous donner l'explication de avis conforme, c'est quoi? L'avis conforme signifie que si vous prenez une assemblée provinciale qui a 50 députés provinciaux, il faudra que les jours où on discute de la création d'une ville ou d'une commune, que tous les députés provinciaux soient considérés comme présents, c'est-à-dire combien de députés? 50. Et les votes pour que cette entité obtienne le statut de ville ou de commune doit produire ce que nous appelons la majorité absolue, c'est-à-dire la moitié plus 1. Dans les cas présents, pour qu'une entité territoriale devienne commune, il faudra combien de voix? 26 voix au moins. Et si on n'a pas atteint 26 voix au moins, il n'y a pas création de ville, il n'y a pas création de commune. Je crois que nous nous convenons très bien. Et ici, il y a quelque chose qu'il faut retenir. C'est quoi? L'avis conforme ne voudrait pas que pour que ce vote ait lieu, il faut que tous les 50 députés provinciaux soient présents dans la salle. Non. Quel que soit le nombre qui se trouve dans la salle, parce que le quorum aurait été atteint. On ne va pas chercher la majorité parmi les présents, mais on va chercher la majorité parmi l'effectif global de l'Assemblée provinciale. C'est cela le sens de l'avis conforme. Et donc, si le débat n'a pas donné la moitié plus 1 de voix, l'entité ne devient pas ville, l'entité ne devient pas commune. Et je vais atterrir en vous annonçant que si vous parcourez la Constitution de la République démocratique du Congo, et si vous parcourez la vingtaine de lois relatives à la décentralisation, nulle part il est écrit commune rurale. Je reprends, nulle part, ni dans la Constitution de la RDC, ni dans la vingtaine de lois relatives à la décentralisation, nulle part il est mentionné commune rurale. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Parce que le débat qui nous a emballé ces derniers temps, c'était la création d'une commune dite rurale. Donc sur le plan du droit, sur le plan juridique en République démocratique du Congo, aujourd'hui il n'existe pas de communes rurales. Les communes rurales, c'est nous, politologues, qui les qualifions de rurales. Lesquelles alors? Nous avons cité ici, pour qu'une agglomération soit une commune, il faut qu'elle soit soit chef-lieu d'un territoire, là nous sommes en milieu rural, n'est-ce pas? Soit une subdivision d'une ville. Et donc, les subdivisions des villes sont des communes
urbaine, parce que nous nous trouvons en milieu urbain. Mais les communes qui sont devenues communes parce que c'est le chef-lieu d'un territoire, nous en avons 145, nous avons 145 territoires dans notre pays. Celles-là sont des communes que nous, politologues, nous qualifions de rurales parce qu'on se retrouve en milieu rural. Mais autre chose, une autre commune peut être considérée comme rurale par nous, politologues, parce qu'on a dit aussi que peut être une commune, toute agglomération qui a au moins 20 000 habitants. Ça signifie que pour ceux qui ont déjà été à l'intérieur de ce pays, j'aime appeler ça le pays profond. Il y en a qui sont ici qui n'ont jamais dépassé l'aéroport d'Ndjili. Ils n'ont même jamais dépassé Kassangoulou. Ils ne connaissent pas les milieux ruraux de leur pays. Je vais vous inviter à chercher à arriver même après Kassangoulou, même après l'aéroport d'Ndjili, pour que vous puissiez vivre les milieux ruraux de votre pays. Alors, en milieu rural, il y a des agglomérations qu'on appelait hier des cités. Et ces cités, il y en a qui ont eu plus de 20 000 habitants et qui ont été érigées en communes. Ces communes-là également, nous, politologues, nous les qualifions de rurales. Et ça, c'est pour les communes. Mais pour les villes, il faut avoir au moins 100 000 habitants. Mais nous avons lu ici que c'est le décret du Premier ministre qui octroie le statut des villes ou des communes, mais c'est là sur proposition du ministre de la République ayant les affaires intérieures dans ses attributions, et celui-ci doit au préalable obtenir l'avis conforme de l'Assemblée provinciale. Mes prédécesseurs vous ont parlé des premiers ministres qui ont créé des villes, qui ont créé des communes, alors que les avis conformes des assemblées provinciales n'avaient jamais été obtenus. Je ne vais pas vous citer lesquels, vous allez mener des recherches pour vos mémoires, pour votre TFC, pour vos mémoires, et vous allez nous dire quelles sont ces villes qui n'avaient pas obtenu les avis favorables, les avis conformes des assemblées provinciales. Et le Premier ministre les a créées, est-ce par complaisance ou par ignorance? Et peut-être, il a été induit en erreur par les ministres de l'Intérieur, lui également, parce que ce n'est pas nécessairement lui-même qui descend sur le terrain pour aller mener ses enquêtes. Il a envoyé ses collaborateurs qui lui ont fait un mauvais rapport, ou, comme ce sont des politiciens, ils s'arrangent pour faire plaisir à un autre politicien ou à un groupe de politiciens pour créer en ville ce qui ne mérite pas d'être ville et pour créer en commune ce qui ne mérite pas d'être créé en commune. Alors je vais terminer, ça sera peut-être une autre conférence, j'inviterai le DGA à nous amener là-dessus. J'ai dit que j'étais expert en décentralisation et en développement par la base. Les statuts qu'on attribue aux provinces dans notre pays, aux villes, aux communes, aux secteurs et chefferies, font que chacune de ces entités soit dotée de la personnalité juridique qui lui est propre et distincte de la personnalité juridique de l'État. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'au niveau des provinces, tout comme au niveau des villes, des communes, des secteurs et des chefferies, nos élus doivent avoir l'esprit de créativité pour mettre en place des mécanismes qui vont autofinancer les provinces, qui vont autofinancer les villes, qui vont autofinancer les communes, qui vont autofinancer les secteurs et les chefferies, afin qu'avec cet autofinancement, qu'ils réalisent le développement de la RDC à partir de la base. Et contrairement à ma disciple à ma gauche, je l'ai encadré dans la réalisation de ces prestigieuses thèses que vous venez d'écouter. À la différence de sa thèse,
Moi, j'ai travaillé sur les mécanismes à mettre en place dans nos provinces, dans nos villes, dans nos communes et dans nos secteurs pour s'autofinancer et prendre ainsi en charge notre propre développement à partir de la base. Congo na biso Congo, 47 ans ya libanda.